très ravie de vous retrouver cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo dénonce l'incarcération de militants politiques après sa reconduction à la tête de son parti. En République démocratique du Congo, alerte sanitaire à Goma après la confirmation d'un cas d'Ebola dans une zone sous tension. Et puis, nouvelle intensification du conflit russo-ukrainien après des frappes russes d'ampleur sur plusieurs villes de l'Ukraine. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien président et figure majeure de l'opposition Laurent Gbagbo a dénoncé l'incarcération de militants politiques quelques jours après avoir été reconduit vendredi à la tête de son parti. Cette reconduction intervient alors que l'ex-chef d'État qui s'apprête à célébrer ses 81 ans avait annoncé l'an dernier son intention de se retirer progressivement de la vie politique, relançant ainsi le débat sur son rôle au sein de l'opposition ivoirienne. Suivons ensemble un extrait de vidéo. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo dénonce l'incarcération de militants politiques dans son pays. L'opposant, qui fêtera bientôt ses 81 ans, a été reconduit vendredi à la tête de son parti, alors qu'il avait annoncé l'année dernière son intention de se retirer de la vie politique. Nous avons beaucoup de camarades en prison. Et il nous faut non seulement penser à eux, mais il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Gbagbo n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles d'octobre dernier, remportées par son rival de longue date Alassane Ouattara, en raison d'une condamnation pénale. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal.
Le PPACI a boycotté les élections législatives de décembre et ne compte désormais plus aucun député, mais seulement une poignée de maires. Les militants disent soutenir leur leader. Je suis heureuse parce que c'est un président qui trouve toujours des mots justes pour convaincre sa population. C'est quelqu'un qui ne fait rien sans sa population. Le oui de sa population est son oui. Le non de sa population est non. Nous avons vraiment besoin de lui. C'est tout ce qu'il vient de nous dire. Il n'a insulté personne. Il nous a prodigué des conseils. Il nous a dit que nous devons être unis. Nous devons nous pardonner. L'avenir politique de Laurent Gbagbo dépendra probablement de sa réinscription sur les listes électorales. Afin de redynamiser le parti, il a promis de déléguer ses pouvoirs à un successeur, sans aucune précision. Autre information à présent, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont confirmé un cas de contamination du virus Ebola à Goma, grande ville située dans le sud du pays. L'annonce a été faite alors que cette zone reste sous l'influence du groupe armé M23. Cette confirmation ravive les inquiétudes sanitaires dans une région déjà fragilisée par l'insécurité et les déplacements de population. Suivons à présent ce reportage. La République démocratique du Congo, frappée par une nouvelle épidémie d'Ebola. Un cas de contamination a été confirmé à Goma, dans l'est du pays, une zone contrôlée par le groupe armé M23. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché ce dimanche son deuxième niveau d'alerte international le plus élevé. L'épicentre doit être la zone de santé de Mongwalu. Et puis la maladie s'est répandue à Bunia et à Rwampara. Et hier, l'information que j'ai reçue, il y a eu un cas à Goma. C'est une femme qui a été certainement infectée par son mari qui est décédé à Bunia. Et cette femme est venue donc à Goma et là, elle a développé les symptômes. Et les tests ont été positifs. L'épidémie est apparue plus tôt, dès le 24 avril à Bunia, capitale de la province de l'Ituri. La victime était un infirmier qui a développé plusieurs symptômes. Il est décédé le 27 avril. C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement, d'autant plus qu'elle survient sur une province très peuplée, donc avec une forte densité humaine. Et beaucoup de mouvements de la population. Et puis, bien sûr, il y a la complication qu'il y a beaucoup de groupes armés là, dans cette province. C'est cela qui va rendre la gestion de cette épidémie très, très, très compliquée. En Afrique, le virus Ebola a fait plus de 15 000 morts au cours des 50 dernières années. Dans un contexte marqué par des relations diplomatiques récemment tendues entre la France et l'Algérie, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin est attendu ce lundi à Alger. Cette visite officielle vise à relancer la coopération judiciaire entre les deux pays et à discuter notamment du sort d'un journaliste actuellement emprisonné en Algérie dans une volonté affichée d'apaisement des tensions diplomatiques. Suivons à présent. La crise entre Paris et Alger avait été déclenchée il y a 2 ans par le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Puis elle s'était aggravée avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par le président Abdelmajid Tebboune en novembre dernier. Autre dossier en cours dans cette visite pour Gérald Darmanin, la DZ Mafia. La justice française a formulé une dizaine de demandes d'entraide judiciaire aux autorités algériennes. Elles visent des dirigeants de ce réseau marseillais de trafic de drogue, réfugiés de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, bonjour Axel May. Bonjour. Il nous faut d'abord revenir sur la genèse de cette visite. Il y a eu des précédents qui ont préparé la venue de Gérald Darmanin. Oui, c'est la suite d'un processus entamé en début d'année. Il y a d'abord eu, comme le souligne dans son sujet Bilal Tarabé, le déplacement de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, le 17 février dernier. C'était une façon de relancer la coopération sécuritaire. Il y a ensuite eu, c'était il y a moins de 10 jours, la visite d'Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Et Nunez, comme Ruffo, ont été reçus par
le président algérien Tebboune. Lors de l'audience présidentielle, la ministre déléguée aux armées était d'ailleurs accompagnée de l'ambassadeur de France. Et si j'en parle, c'est parce qu'il faisait son retour à Alger plus d'1 an après son rappel par le gouvernement français, un rappel qui fut l'un des épisodes des tensions diplomatiques particulièrement tendues entre les deux pays. Cette fois, c'est donc Gérald Darmanin qui se rend à Alger. Le ministre de la Justice connaît bien ce pays et le président Tebboune, qu'il a rencontré, selon un décompte de nos confrères du Figaro, 5 fois en 4 ans. Mais il y a un passif quand même entre le président Tebboune et Gérald Darmanin. Et là, c'est TSA, site d'actualité algérienne en ligne, qui le rappelle avec un petit malin plaisir ce matin. En 2021, mécontent des chiffres d'obligation de quitter le territoire français annoncés par Gérald Darmanin, qui était alors ministre de l'Intérieur et qui parlait de près de 8000 OQTF, le président Tebboune avait dénoncé devant la presse locale de gros mensonges, nommant Darmanin avec son second prénom, Moussa, qui était celui de son grand. Après plusieurs semaines d'intensification des combats, la guerre entre la Russie et l'Ukraine connaît une nouvelle escalade. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée russe a lancé plus de 500 drones et une vingtaine de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes, faisant plus de 30 blessés selon les autorités ukrainiennes. Ces frappes nocturnes interviennent dans un contexte de tensions militaires persistantes et illustrant la poursuite des bombardements à grande échelle sur le territoire ukrainien. Suivons à présent. Des frappes ukrainiennes sur les infrastructures industrielles et militaires russes ou non. Cette nuit, ça a vraiment été une frappe d'ampleur puisqu'on a vu 524 drones ainsi que 22 missiles selon les autorités ukrainiennes frapper le pays. Vous l'avez souligné, principalement les villes de Dnipro. Il y a plus d'une vingtaine de blessés où nombre de bâtiments résidentiels ont été impactés. Et puis la ville portuaire d'Odessa, au moins 2 personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessés lorsqu'une fois encore un immeuble résidentiel a été impacté. Le commandant de la marine ukrainienne signale également qu'un Shahed russe s'est écrasé contre un navire marchand chinois. Ça serait une première. Donc ça, c'est toujours selon les autorités ukrainiennes. Et puis ces alertes, elles continuent à l'heure où je vous parle dans d'autres régions du pays. Donc on voit que la Russie ne change absolument pas sa stratégie de tenter de terroriser la population finalement, puisque c'est de cela qu'il s'agit lorsque les cibles sont civiles, et cela que ça soit de nuit comme on l'a vu avec cette attaque nocturne ou bien en pleine journée avec ces frappes qui continuent. Ces frappes qui interviennent à un moment où la Russie semble à la peine, Emmanuel, à la peine face aux attaques ukrainiennes contre son arsenal militaire et industriel. Tout à fait. Alors c'est vrai que sur le terrain, qu'il s'agisse de la ligne de front où la Russie n'a pas enregistré d'avancées majeures ces derniers mois, ou bien sur le territoire même de la Fédération de Russie où les frappes ukrainiennes en profondeur se poursuivent, s'accélèrent, augmentent même en intensité, eh bien Moscou n'a vraiment plus la main, plus l'initiative, puisqu'il semblerait que la défense antiaérienne russe, elle peine à se prémunir contre ces attaques. Je pense aux attaques massives qui ont eu lieu notamment hier contre la région de Moscou et contre la capitale russe. Alors des complexes industrialo-militaires sont visés. On voit aussi dans la communication ukrainienne qui fait état de ces frappes, qui les confirme, que Kiev fait attention à bien préciser ce qu'elle frappe, à bien justifier ces frappes en expliquant qu'il s'agit de cibles stratégiques militaires. Je pense aux raffineries de pétrole qui servent à soutenir l'effort financier russe dans cette guerre, soutenir l'effort de guerre, ou encore des entreprises qui fabriquent des éléments, des composants essentiels, des missiles, des drones utilisés par la Russie, ou encore lorsqu'il s'agit de cibles purement militaires, donc des entrepôts, des concentrations de personnel militaire, qu'elles soient très loin de la ligne de front, parfois à plus de 1000 km de la ligne de front, ou bien en territoire illégalement occupé par la Russie, dans l'est de l'Ukraine notamment. Au lendemain de la visite du président américain Donald Trump à
Pékin, les tensions diplomatiques autour du statut de Taïwan se ravivent. Le gouvernement taïwanais a réaffirmé samedi que l'île constituait une nation indépendante tout en rappelant les États-Unis à respecter leur engagement concernant les ventes d'armes destinées à sa défense. Cette déclaration intervient dans un contexte de rivalité géopolitique persistante avec la Chine qui considère toujours Taïwan comme une province de la Chine. Ces dernières heures, les mises en garde se succèdent entre les États-Unis, Taïwan et la Chine. Dernière en date, celle de Taïwan. Samedi, son gouvernement a tenu à réaffirmer haut et fort que l'île est une nation indépendante. Après avoir remercié Donald Trump pour son soutien diplomatique et militaire, Taipei a aussitôt rappelé l'engagement américain sur les ventes d'armes entre les deux pays. Les ventes d'armes entre Taïwan et les États-Unis ont toujours constitué une pierre angulaire de la paix et de la stabilité régionale. Une situation contenue dans le Taiwan Relations Act. Il n'y a eu aucun changement de politique, comme la partie américaine l'a souligné à plusieurs reprises en insistant sur le fait que leur politique à l'égard de Taïwan n'a pas changé. De même, notre position sur les ventes d'armes n'a pas changé non plus. Un rappel qui intervient après un avertissement de Donald Trump à l'issue de son voyage officiel en Chine. Le président américain avait mis en garde vendredi Taïwan contre toute proclamation d'indépendance. La politique américaine à l'égard de l'île repose sur un équilibre délicat. Washington ne reconnaît pas officiellement Taïwan comme un État indépendant, mais reste tenu par la loi de lui fournir les moyens de se défendre. La Chine, elle, considère l'île comme l'une de ses provinces. Vendredi, Donald Trump a semblé ne pas vouloir contrarier le président chinois à ce sujet, admettant que Pékin puisse rejeter toute volonté taïwanaise d'indépendance. Il ne s'agit pas d'une annexion. Les Chinois ne veulent tout simplement pas que Taïwan, disons cet endroit, car personne ne sait vraiment comment le définir, devienne indépendant. Ils ne veulent pas de ça. La veille, le président américain avait fait face à une mise en garde de son homologue Xi Jinping sur un risque de conflit entre la Chine et les États-Unis dans ce dossier taïwanais. La Maison-Blanche, de son côté, souhaite que Pékin fasse pression sur Téhéran, autant pour faire avancer les négociations de paix que pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition aux États-Unis, le président Donald Trump et plusieurs responsables religieux conservateurs ont organisé un festival de prière visant à célébrer les racines chrétiennes du pays. L'événement tenu ce week-end sur le territoire américain s'inscrit dans un contexte politique marqué par le rapprochement entre le pouvoir exécutif et les milieux religieux conservateurs autour des valeurs traditionnelles et identitaires. Suivons à présent un extrait de vidéo. Un marathon de prière aux allures de pèlerinage avec comme guide Donald Trump. Ils sont plusieurs milliers de fidèles venus des quatre coins du pays pour prier à la grandeur de l'Amérique et son président qui a choisi de s'adresser à eux depuis le bureau ovale en leur lisant un passage de la Bible. Alors j'établirai le trône de mon royaume conformément à l'alliance que j'ai conclue avec David, ton père. Donald Trump est les piliers de son administration qui appelle à tour de rôle à prier tout au long de l'année pour l'Amérique. L'événement, financé en partie par des fonds publics, se déroule à 2 pas de la Maison-Blanche, le centre du pouvoir américain. Qu'un dirigeant appelle le peuple à revenir à une époque de repentance et à redonner son élan à cette nation, fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes, qu'il appelle aussi courageusement toute une nation à revenir à ces valeurs, c'est important d'être présent lors d'un événement historique comme celui-ci. Une vitrine du nationalisme chrétien où sur les 14 religieux qui se sont succédés sur scène, 11 sont des protestants évangéliques issus d'un courant ultra-conservateur. S'ils ne représentent qu'un quart de la population américaine, ils sont en revanche très présents au sein de l'administration Trump. Si l'on fait ce que Dieu nous demande, on ne peut pas tuer des bébés, on ne peut pas accepter des choses que la Bible interdit. Il a fallu l'arrivée au pouvoir de ce président pour qu'il déclare qu'il n'y a que 2 sexes, hommes et femmes. C'est absurde. Célébrer les 250 ans de l'Amérique et ses racines chrétiennes avec le soutien de l'administration Trump, de quoi écorner un peu plus la séparation de l'Église et de l'État. Que ce soit dans la déclaration d'indépendance ou bien dans la Constitution, jamais la religion ou bien Dieu n'est mentionné.
Et voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.